Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde sur les dessins de presse et le droit. Je vais me contenter du mot d'accueil traditionnel pour laisser le plus de temps possible à nos différents intervenants. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont à cette tribune de leur participation à cette table ronde et je remercie en particulier notre invitée d'honneur, on peut dire ça, Madame Noëlle Ehrenschmidt, qui est venue pour nous parler de son métier, qui est un métier que l'on connaît forcément quand on lit la presse, mais peut-être pas tant que ça en fait dans ses difficultés, ses spécificités, qui est le métier d'aquarelliste reporter, dessinatrice d'audience. Et elle nous a fait le grand plaisir de venir avec un diaporama de ses dessins pour illustrer son propos. Et on a un petit peu inversé le programme parce qu'on a des contraintes de train, c'est un peu compliqué à gérer, mais on va y arriver. Et donc, contrairement à ce qui était prévu, elle prendra la parole en premier, et ensuite on reprendra le cours normal du programme tel qu'il avait été prévu. Donc encore merci à tout le monde, merci à vous qui êtes là aujourd'hui, et je lui donne directement la parole. Bonjour, donc je suis reporter aquarelliste. Ça paraît bizarre, mais c'est un vrai métier que j'ai commencé à pratiquer à 50 ans. Je l'explique parce que c'est assez encourageant pour ceux qui voudraient changer le cours de leur métier. J'ai commencé comme dessinatrice de journaux pour enfants. Je ne sais pas si certains connaissent Pomme d'Api ou si ça vous dit quelque chose, Bayard Presse, mais j'ai commencé en 71 à travailler pour tout le groupe Bayard Presse pour les petits. Alors Pomme d'Api, Belles Histoires, Okapi, Astrapi, j'ai fait absolument toute la lignée de tous ces journaux illustrés. À l'époque, je ne faisais pas d'aquarelle, j'illustrais les textes. Et puis, il y a un moment où il était évident que j'avais dit ce que j'avais à dire, ça ne me convenait plus, j'ai tout arrêté. Il a fallu trouver un second souffle. Ce n'est pas de la tarte quand on est catalogué. Donc, j'ai cessé complètement le métier que j'avais fait. Et j'ai eu la chance, comme j'avais ma carte de presse, à l'époque, quand on travaillait pour un groupe de presse, on avait sa carte de presse. J'ai eu la chance de pouvoir pousser la porte du Palais de justice de Paris. J'ai été autorisée à entrer dans la salle d'audience des assises et j'ai eu un déclic. J'ai dit, mais je suis faite pour ça, c'est ce que je cherchais. Et du jour au lendemain, je suis devenue dessinatrice d'audience. À l'époque, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, c'est Maître Noguer, qui était à l'époque président des droits de l'homme, et je l'ai rencontré en correctionnel où se préparait le procès Barbie. Ça a été une grande chance parce que j'ai été acceptée par le journal La Croix, toujours Bayard Presse, pour partir à Lyon. Mon premier grand procès, c'était Barbie. Je ne connaissais absolument rien, ni à la justice, ni au droit. Je ne savais pas ce qu'on allait trouver dans une salle d'audience. Je me jetais à l'eau. L'avantage, c'est que j'avais près de 50 ans à l'époque, j'avais 47 ans, donc j'avais la capacité d'avoir envie de tout, puisque j'avais lâché un boulot qui ne m'amusait plus pour un autre dont je supposais que ça allait être le boulot de ma vie. Je me jetais à l'aventure à Lyon. Vous allez voir que pour ce procès, je ne dessine aucun décor. Pourquoi? Parce que j'en étais pas capable. Il a fallu du temps, même à 50 ans, même ayant dessiné pendant déjà 16 ans, on ne fait pas ce qu'on veut du jour au lendemain quand on change de technique, qu'on change de moyen, qu'on passe du crayon à l'encre colorine, donc à l'encre à l'eau, à la plume et à l'encre de Chine. J'ai utilisé ce matériau parce qu'il me semblait que c'était celui dont j'étais capable. J'étais capable de faire pratiquement uniquement des portraits. Mais ça tombait bien parce que ce procès, qui était le premier procès du crime contre l'humanité, auquel je ne connaissais rien à l'époque, m'a tout appris sur le regard qu'on peut avoir sur les gens qu'on dessine, sur la façon dont se fait un procès. C'est là que j'ai rencontré Pierre Truche qui a été le procureur du procès Barbie. Comme on n'avait pas de place définitive comme dessinateur, on était très nombreux à cette époque, on était répartis un peu partout, tantôt à côté de Pierre Truche, tantôt à côté de Barbie, tantôt à côté des avocats. Ça m'a permis de faire le tour d'une salle d'audience, de prendre en pleine poire ce qu'on écoutait, et ça m'a tout appris sur ma capacité à avoir envie de dessiner ce qui n'était pratiquement pas écoutable, tellement ce qu'on découvrait était violent. Ça m'a appris à dessiner
les victimes à écouter et à pouvoir traduire par la plume une émotion extraordinairement forte. Je vais vous passer des images sur lesquelles je m'arrêterai, si j'y arrive. Voilà. Voilà Barbie, avec ce regard extrêmement serré, ce visage fermé. Vous le savez probablement, il est resté très peu de temps à l'intérieur de la salle d'audience, mais j'ai eu le temps de d'entendre Pierre Truche, cet homme qui après est allé à Paris et qui m'a permis de faire mon premier livre illustré, Les Carnets du Palais. Et ce jour-là, Pierre Truche a parlé à Barbie. Et je vais vous montrer un Barbie ému. Je suis très contente de ce dessin-là. J'étais à peu près à la même distance que moi à vous. Et Pierre Truche lui dit, quand vos enfants vous poseront des questions, qu'est-ce que vous leur direz sur ce que vous avez fait? Et l'espace d'une seconde, j'ai vu le visage de Barbie changer, ému, ça n'a pas duré, mais je suis contente d'avoir pu saisir dans l'instant, dans la seconde, un passage d'émotion qui prouve que personne, même le pire, n'est pas traversé comme nous par des moments d'émotion. Et ça, c'est un dessin auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un Barbie qui n'a pas duré, mais était quand même le Barbie qui ne voulait pas se montrer, mais qui s'est échappé à lui-même, si j'ose dire. Donc vous avez Maître Vergès, pratiquement le premier avocat que je dessinais, après Maître Noguer. Ce Maître Noguer que je vous ai montré en premier est sur ma carte de visite, parce que c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, et c'est mon premier dessin d'avocat. Donc c'est le dessin que j'ai mis sur ma carte de visite et qui m'accompagnera tout le long de ma vie, en souvenir de ce changement de vie et de cette découverte du droit que j'ai faite en 87. Là, c'est intéressant parce que c'est la sténotypiste. À l'époque, songez qu'il y avait dans les procès des femmes, il y en avait 4, qui, avec leur clavier, tapaient tous les textes de toutes les audiences. Ça, c'est vraiment le passé. Mes petites filles me diraient, Mamino, c'est le brontosaure. C'est le brontosaure, n'empêche que c'est bien de dessiner le brontosaure. On est dans l'histoire et on est dans la réalité du mois de juin 87. Et là, vous allez avoir maintenant toute une série de témoins, comme André Frossard, ou de victimes. Et je voudrais que vous les regardiez, parce que je pense que sur ces visages, il y a quelque chose qui passe de l'émotion de ce qu'elle disait et de l'émotion que nous tous, nous ressentions. Geneviève de Gaulle, Madame Alain Brême, extraordinairement émouvant. Lui, je l'ai retrouvé dans les 3 procès du crime contre l'humanité, Barbie, Touvier, Papon. Il avait été cassé par les tortures qu'il avait subies. Il arrivait à la barre pomponné, parfumé, comment vous dire, je ne vais pas dire en dimanche, mais presque, et toute sa vie, je l'ai vu garder ce visage et cette allure extraordinairement droite et élégante. C'était une façon pour lui de lutter contre les souvenirs terrifiants qu'il avait vécus et de se présenter sous la forme la plus agréable, de façon à ce qu'il soit écouté. Cet homme-là, je ne l'oublierai jamais. Ça fait partie de toutes ces femmes de mai qui sont venues témoigner. Je peux vous dire que toute l'Assemblée, Truche compris, était au bord, non pas des larmes, mais presque. Très important ce dessin-là, je voudrais vous le commenter. Voilà une femme qui avait été abîmée par les tortures. Elle est arrivée en dimanche, les ongles faits, la teinture des cheveux récente. Et quand je suis allée la voir, elle m'a dit, il n'était pas question que je vienne déposer de ce que j'avais vécu autrement que dans mon look le plus flatteur, si on peut dire. Et ce qu'ont dit ces femmes qui n'avaient jamais pris la parole depuis les faits qui lui étaient arrivés, c'était comme une espèce de déversement d'émotions et de mots que personne n'a pu oublier. On ne sort pas indemne d'un procès, mais quand on en sort, on sait que c'est ça qu'on va faire toute sa vie. Elie Wiesel. Ah, là, je ne sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Mais après tout, ce sont
ce sont les surprises de cette machine. Là, vous êtes au procès Clearstream. Donc, elle ne devrait pas être là, mais ça fait partie des trucs bizarres. C'est pas grave. Là, vous êtes au procès Touvier. J'ai très peu de souvenirs de ce procès que j'ai trouvé difficile, mais par contre, j'ai Potcher. Potcher, à l'époque, c'était le chroniqueur judiciaire qui passait quelquefois une demi-heure à la radio ou à la télévision à raconter les procès. C'était vraiment la star. Et Dieu sait s'il racontait bien. Donc, je l'ai rencontré dans un café, je l'ai dessiné. Ça, c'est Touvier, glauque derrière ses verres. Vert, on aurait dit, c'était quelque chose de, comment vous dire, de terrible, ce faciès et ce gilet vert, prison à perpétuité. Minuit 10. C'est intéressant parce qu'on travaille, quand on entre dans un procès, on ne sait jamais quand on va en sortir. Là, c'est minuit 10, ça peut être 4 heures du matin. Par définition, le dessin d'assises, c'est une fiction, comment vous dire. C'est quelque chose qu'on doit partager. Donc, on n'est plus la plume à la main, puisque entre 94 et 87, le premier procès, 94, le procès Touvier, j'avais appris l'aquarelle. J'étais passée d'un âge à un autre. J'avais été à Hong Kong faire mon premier reportage en direct. J'avais donc sorti ma boîte d'aquarelle que j'avais eue à mes 18 ans. J'en avais quand même là 55. Et j'ai commencé à me lancer à corps perdu dans l'aquarelle. J'avais un gilet de travail que j'ai toujours avec mes pinceaux, mes crayons. J'ai une banane à la taille avec mes 3 pots à eau pour avoir toujours de l'eau propre. Ma boîte d'aquarelle de 18 couleurs, bien choisie, pas par moi, par ma fille qui était à l'époque bien meilleure que moi en aquarelle. Moi, j'ignorais tout, il a fallu que j'apprenne tout. Mes pinceaux, et avec ça, on peut faire n'importe quoi, on peut y aller. Et surtout, il faut oublier la technique, il faut se laisser aller. Donc là, c'est intéressant pour vous, un des premiers dessins en couleur du procès Touvier. Ça, c'est le dessin du Palais de Justice de Paris. Je vous l'ai montré parce que c'est le premier livre que j'ai fait avec Pierre Truche. Quand Pierre Truche est arrivé comme président à la Cour d'appel, je suis allée le voir. Je lui ai montré le travail que j'avais fait à Hong Kong et au Vietnam sur la trace des Boat People. Et il m'a dit, Noël, pourquoi on ne ferait pas un reportage sur le Palais de Justice de Paris? Carnet du Palais, mon premier livre, en 1993. J'ai donc passé 3 ans au Palais de Justice, de haut en bas, pour comprendre vraiment, alors, de l'intérieur, ce que c'était que la justice, ce que c'était que le fonctionnement de la justice, depuis la Cour de cassation jusqu'au sombre couloir où les prévenus vont monter pour les procès d'assises ou les procès de correctionnels. J'ai tout appris là sur le fonctionnement de la justice, toujours sous la houlette de Pierre Truche, qui a été exceptionnellement bienveillant et extrêmement pédagogue. Là, c'est un petit clin d'œil des dessins d'avocats. Je m'approchais des avocats doucement, je commençais à en comprendre la gestuelle, et ce jour-là, je me suis bien amusée parce que je me suis dit, là, on est dans un théâtre total, ça n'a pas changé. Là, on revient au procès Papon. Entre-temps, j'avais commencé à travailler pour Le Monde. Et alors, Le Monde m'a fait le cadeau de m'envoyer ce qu'on aurait pu imaginer 3 mois pour Papon. En fait, on y est resté 6 mois. Le procès le plus long de l'histoire des procès en France, en tout cas. On est parti en octobre, on est revenu en mai. Donc 6 mois à Bordeaux, 6 mois loin de la famille et 6 mois à ne faire que dessiner. Moi, j'en ai gardé un souvenir absolument formidable. Ma famille, pas tellement. Mais j'ai trouvé que c'était une expérience totale. Un procès, un lieu unique, les mêmes acteurs, donc un vrai théâtre avec unité de lieu, unité d'acteurs. On ne sait pas quelle est la fin de la pièce et on va mettre des jours à comprendre ce qui se passe. Expérience totale. J'étais publiée tous les jours dans Le Monde sur 4 colonnes, ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir affaire à un président Castagnède extrêmement bienveillant
qui m'a permis d'aller absolument partout, parce que je lui ai dit, si je peux être qu'à la même place, je vais crever, et les lecteurs en auront marre de voir toujours la même vue. Qu'est-ce que vous me proposez? Et de mois en mois, parce qu'on avait le temps de se connaître en 6 mois, c'était vraiment une vraie famille. Tout ce qui était dans cette salle d'audience, on se connaissait par cœur. Donc j'ai pu dessiner absolument partout, jusqu'à Papon, pratiquement vis-à-vis, dans la salle d'attente où il attendait pour entrer dans l'audience. Là, c'est intéressant, j'avais appris entre-temps l'architecture. Au début, je vous avais raconté que je n'étais pas capable de le faire. Entre-temps, j'avais appris aussi bien à Hong Kong que dans le palais de justice de Paris. Et alors là, ça a été un bonheur total. Là, vous voyez, on arrive dans le palais de justice et on entre dans la salle des pas perdus. Dans ce dessin-là, on m'a prêté une échelle. J'avais demandé au président, écoutez, j'aimerais bien pouvoir monter un peu pour voir cette salle des pas perdus. Il m'a prêté une échelle, j'ai été autorisée, j'ai dessiné en haut de mon échelle la salle des pas perdus avec, très intéressant ce que vous voyez à gauche, les avocats, avec tous les journalistes qui viennent les interviewer, parce que ce que j'ai découvert là-bas, le rôle des journalistes et toute la presse accrochée littéralement du matin au soir à ce qui va se passer à l'intérieur des murs, qui ne voient pas. On en arrive au rôle du dessinateur d'audience. Alors pour moi, c'est essentiel. Le dessinateur d'audience, il est là pour faire entrer le lecteur dans les lieux. Voilà un typique exemple. J'étais montée au premier étage sur un balcon, le président m'avait permis, et j'installe, ce que vous le disiez tout à l'heure, les personnages de la pièce. Donc vous avez le président, vous avez les jurés, vous avez les appariteurs, vous avez même le dessinateur de presse, je crois que j'en ai mis un. Non. À côté du garde du corps, vous avez le dessinateur de presse. Sauf que là, le dessinateur de presse, il pouvait être à côté des avocats, il pouvait être à côté des parties civiles. Mais vous voyez où est Papon? Eh bien, quand on était à la place du dessinateur de presse, on avait Papon à pratiquement 20 cm. Une fois que le lieu... le dessinateur de presse, je le vois, c'est Riss, le dessinateur de Charlie Hebdo. En fait, il est au pied de la cour, vous le voyez? Alors lui, quelquefois, on avait le droit d'être là, sauf qu'il ne fallait pas qu'on soit dans la lignée des caméras, parce que là, c'était enregistré pour l'histoire. Autre vue pédagogique, j'allais dire, là, vous installez absolument tout le monde au tribunal. Une fois que le lecteur a compris ça, il va pouvoir suivre les textes du chroniqueur judiciaire, il va tout comprendre, comme moi. Je trouve qu'on doit toujours se mettre à la place du lecteur qui ne comprend pas, mais qui va comprendre, comme moi, jour après jour, ce qui se passe dans ces lieux fermés, puisque, bien entendu, il n'y a pas de photographe. Là, vous avez le président Castagnède, exquis, qui m'a permis d'aller partout. Je lui suis une reconnaissance éternelle. Autre vision, vous êtes du côté du procureur, là. Interrogatoire par le procureur. Donc, vous avez Papon en deuxième plan. Et vous avez une autre vision de la salle d'audience. Donc le lecteur qui a ça tous les jours, il est dans le procès comme moi je le suis. Et 6 mois de suite, il a suivi ça au jour le jour. Et d'ailleurs, vous remarquerez quelque chose, tous mes dessins sont datés et avec les heures. Pourquoi? Parce que ce qui se passe le 5 janvier ne se passe pas le 6 janvier. Et quand je retrouve les dessins, il est vital de savoir à quelle heure je les fais, quel jour, de façon à ce que mes archives soient en place, elles ne le sont pas, mais elles pourraient l'être, et surtout, on ne dessine pas de la même façon à 3 heures du matin et à 5 heures de l'après-midi. Et pour moi, ce sont des références extrêmement importantes sur la façon dont j'ai pu dessiner. Très important ça, après on passera plus vite, mais ça je voulais vous le montrer. Je suis allée dessiner la façon dont étaient enregistrés les débats. Vous aviez un magistrat qui contrôlait complètement la façon dont étaient enregistrés les débats. Donc j'ai tout un texte là, comme je le fais très souvent, qui raconte l'enregistrement, et il me semblait très important de pouvoir montrer au lecteur, d'ailleurs c'est de l'histoire aussi, qu'est-ce qui se passait en aval de ce qu'ils verront 20 ans plus tard, puisqu'on n'a pas pu publier, montrer les films qui avaient été faits sur place, je crois que c'est 20 ans, ou je ne sais plus combien de temps. Mais voilà exactement ce qui se passait tous les jours avec le magistrat qui contrôlait. Là, c'est aussi, après on passera plus vite, mais j'y tiens beaucoup à cette image-là.
comme j'avais le droit d'aller partout, j'ai dessiné le procureur avant qu'il entre dans l'audience, et j'ai dessiné les... Ça y est, j'ai oublié le nom. Vous allez m'aider. Enfin bref, j'ai dessiné le derrière de toute l'audience. Voilà. Donc là, il y a le bureau du président, il y a le président qui discute. Vous avez les jurés qui se disent combien de temps on va rester 6 mois de suite jurés, il faut le faire. Et à la fin, la cour s'est annoncée haut et clair, on entre dans l'audience. Ça, dernier dessin, il faut que je vous dise quelque chose parce que j'y tiens trop, c'est le fameux dessin de Papon que j'avais été autorisé à dessiner avant qu'il entre dans la salle d'audience. Là, il lit la presse, bien entendu, qui parlait de lui. Il avait une chemise rose, je lui parle de sa chemise rose, il me dit « Mais non, madame, elle est cyclamène ». Et je ne peux pas vous dire à quel point ce cyclamène évoquait à la fois l'homme du monde, l'homme sûr de lui, c'était rien du tout, mais c'était pour moi un dessin qui montre tout à fait l'autre face du Papon, le Papon quotidien, avec sa chemise cyclamène, et ça c'est un dessin auquel je tiens beaucoup, parce que ça montre autant le Papon que celui que nous voyons et qui était en représentation. Là aussi, très important pour moi, c'est typique du dessin d'audience. Vous avez un témoin, Michel Slitinsky. Je commence par le dessin du milieu, 14h25. Et puis au fil de la journée, comme ça vient, d'ailleurs ce n'est pas réfléchi mais c'est automatique, on va tourner jusqu'à 17h35. Autrement dit, on va raconter avec un seul dessin l'audience de toute la journée. Donc j'ai mis le 6e juré, j'ai mis les avocats, j'ai mis l'avocat général, j'ai mis Papon, j'ai mis les mains de Papon. En me disant qu'avec des dessins comme ça et les textes qui l'accompagnent, le lecteur a pratiquement visuellement l'image de la journée. Et d'ailleurs, après, combien de gens m'ont dit qu'ils commençaient à regarder mes dessins avant de lire le texte. Mais tant mieux si le dessin aide à entrer le texte. Et là, vous allez avoir une suite de dessins qui sont là, l'interview de Papon. Là, très intéressant parce qu'il y a Papon, le président et le procureur, qui sont tous des dessins qui racontent des journées entières. Là, c'est intéressant parce que vous avez à nouveau Rhys, le dessinateur que vous avez à gauche. On était 2 sur ce procès tous les jours. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui a un dessin très corrosif, contrairement au mien. Et on voit absolument tout le monde. Et vous voyez le garde du corps, par exemple. Il n'y a pas de procès avec des personnes comme Papon sans garde du corps, très important à le montrer. Et puis vous avez la Klarsfeld qui a été quand même... Ici, que des Papons. Et sa chemise, cyclamène. Là, vous avez Arnaud Klarsfeld. Et ça, c'est un dessin auquel je tiens beaucoup. Le lendemain du jour où il a plaidé, moi j'étais à 5 cm de lui. Il était là, moi j'étais là. J'étais devant, j'étais pratiquement avec les avocats et on m'avait autorisé à me mettre là, il parlait là. La critique a été, les journaux sont tombés à bras raccourcis sur lui en disant « mauvaise plaidoirie ». Or, moi qui étais à côté de lui, je l'ai trouvé bouleversant. C'est-à-dire que j'ai aussi appris une chose, c'est que dans un procès, la place va définir l'émotion que vous allez ressentir. Quand on est comme les journalistes, au fond de la salle, en haut, qu'on ne voit que les gens de dos, il faut être très très fort pour arriver à décoder ce qui se passe quand on voit les gens de face. Et quand on est si proche d'un avocat, on prend en pleine gueule tout ce qu'il dit et la vision qu'on a de ce qu'il a dit ne sera pas du tout la même que les autres. Grande leçon sur la difficulté de rendre compte d'une façon certaine de ce qu'on a ressenti. C'est toujours personnel, l'émotion qu'on ressent. Là, vous allez avoir une série d'avocats, parce que ça, j'adore. Jacob, avec cette espèce de voix incroyable qu'il avait. Tout à l'heure, je parlais de l'éloquence. Moi, un avocat qui parle bien, je peux le dessiner 12 heures de suite, je ne sens pas la fatigue. J'adore ça. Et quand la voix conduit le pinceau, ça, je vous jure que c'est vrai. Très intéressant aussi, Maurice Papon sort du palais de justice
il sort comment? J'ai tenu à montrer ça, il est entouré des gardes du corps, et je trouve très intéressant de montrer une image de Papon qui sort jusqu'au tireur d'élite installé en haut du bâtiment, parce que ça fait aussi partie du quotidien. Et dernière image, j'y tiens aussi beaucoup, la table des délibérations. Quand j'avais travaillé au palais de justice, la personne, c'était Verlaine, le président Verlaine, m'avait dit « Madame Ehrenschmidt, vous ne pourrez comprendre un procès que si vous dessinez la salle des délibérations. » Et je suis allée demander l'autorisation de dessiner cette table des délibérations. Le président a ouvert l'urne, vous voyez qu'elle est ouverte, et j'avais le sang, et il m'a dit simplement « Justice est faite ». Et en dessinant ce dessin, j'avais le sentiment de clore, moi aussi, les 300 dessins que j'avais faits en 6 mois, et de raconter que cette salle, que cette table avec le Coca-Cola, avec les papiers, avec les trucs qui n'avaient pas été rangés, rendait compte, enfin, autant que faire se peut, de la réalité de ce que c'est qu'un délibéré. Et un délibéré comme ça, c'est quelque chose de très bouleversant, puisque une des personnes qui avait été là pendant tout le temps et qui avait été jurée, s'est effondrée en larmes le dernier jour, tellement la pression avait été difficile pendant ces 6 mois. Elle avait tenu 6 mois, le dernier jour, elle a craqué. Je la comprends. Et ça, c'est le dernier dessin, c'est la nuit, on attend le verdict. Donc vous avez au contraire toujours les photographes, toujours la presse qui attend. Les photographes ont toujours un rôle très, très important. Ils sont à l'affût puisque c'est leur métier. Et souvent, je me dis que j'ai plus de facilité à travailler qu'eux, parce que moi, je peux travailler dans le noir. L'aquarelle, on l'a fait dans le noir, on l'a fait pratiquement dans n'importe quelle condition. Donc, voilà clos ce travail sur les grands procès du crime contre l'humanité. Entre-temps, j'avais été en 2001, pas entre-temps, après, j'ai été avec Antoine Garapon, vous connaissez peut-être, faire un travail sur la comparaison du système français et du système anglo-saxon. Donc me voilà embarqué à Chicago, dans une salle, dans une structure qui me faisait tout à fait penser au film. On est dans un film américain avec les drapeaux, avec les avocats sans robe, ça, il a fallu que je m'habitue, avec donc tout ce système, et quelque chose de terrifiant, comparution immédiate, 350 par jour. Vous avez donc les prévenus qui sont au sous-sol et qui passent par un écran et qui sont jugés par ce juge qui est à barbe. Et vous voyez l'ambiance, c'est très intéressant pour vous, ça n'a plus rien à voir avec la France. Et quand vous êtes passé à Chicago, dans ce dessin que je vais vous montrer qui sont les prisons de Chicago, le seul dessin de ma vie que j'ai fait après coup, puisque je ne pouvais pas le faire sur place, je peux vous dire que vous trouvez la justice française extraordinairement humaine, et les prisons françaises, et les prisons françaises que j'avais vues pendant une année pour faire le livre Carnet de prison, je ne vais pas vous dire humaine, mais presque. Là, vous êtes dans une prison de femmes, le dépôt, vous avez des femmes entassées derrière des barreaux avec des gardiens, des gardiennes, si on peut dire, énormes, comme vous connaissez certaines populations à Chicago, et partout d'ailleurs aux États-Unis, et ça fait un choc absolument effrayant. Le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet que nous avions, puisqu'on n'a pas trouvé d'éditeur. Et mon rêve, enfin quelque chose qui m'aurait énormément plu, c'est d'aller plus loin dans ce travail sur la prison de Chicago, puisque j'avais fait le même travail en France. Bon, mais ça fait partie des choses qui ne se font pas. Il y en a beaucoup dans le travail de reporter, pas de regret. Mais quand même, ça c'est au contraire à Melbourne. On est allé aussi un petit moment à Melbourne et c'est très intéressant parce que c'est au contraire une justice très aseptisée, très, comment vous dire, très cool. Là, on offre du thé entre les audiences. Vous avez à l'extérieur des gens, et vous avez quelque chose, un endroit pour que les bébés puissent être changés quand vous avez des enfants petits avec vous. C'est donc tout l'inverse des États-Unis, avec ces formidables perruques. Ça, j'ai beaucoup appris sur les perruques, des choses que j'avais déjà appris à Hong Kong, parce que quand j'avais dessiné la justice à Hong Kong, dans mon premier reportage, les Chinois portaient la même perruque. Or, des séries de juges
et d'avocats chinois avec les perruques anglais, je peux vous dire que ça aide à faire du dessin. Là, c'est un dessin que j'adore, que je vous raconte. On a encore le temps, oui. Je vais vous dire pourquoi je l'aime. C'est que j'avais dessiné cette Chief Justice à Melbourne. Donc elle pose dans une tenue dont on ne peut pas dire qu'elle soit youpi. Mais elle pose, on parle en anglais, avec mon anglais épouvantable, mais après tout, on parle de nos enfants, et elle était quand même très rigide, on était quand même dans un personnage qui ne riait pas et qui était l'institution faite femme. Revenu à Paris, nous l'invitons à la maison avec Antoine Garapon, et je dis tout à coup, en voyant arriver une femme moulée dans un jean, on ne peut pas plus sexy, je dis à mon mari, mais c'est qui la dame? Et il me dit, c'est la Chief Justice. C'est-à-dire que j'avais l'extraordinaire paradoxe entre la personne que j'avais dessinée, qui était la personne juge, et la personne quotidienne, ce qui est d'ailleurs très souvent dans le monde anglo-saxon, extrêmement chaleureuse, extrêmement simple. J'avais invité donc un autre Chief Justice qui chantait donc au milieu du repas, il nous fait tout un concert, et ça, il y avait une proximité dans cette justice, sauf là, j'avais vu que ce visage, mais j'ai vu l'autre, et j'ai trouvé que c'était un paradoxe très intéressant. Derrière la personne publique se cache toujours la personne privée, et j'ai vu ça en travaillant pour la politique. Là, on revient à Clearstream. Clearstream, j'avais été envoyée par Le Monde, et c'est Clearstream qui m'a donné envie d'aller dans le monde de la politique. Ça, c'est un dessin auquel je tiens beaucoup. Ça a été l'extraordinaire après-midi où les prévenus se contredisaient l'un après l'autre. Vous aviez le formidable général Rondeau, raide dans son costume immuable de général, et tous les autres qui disaient l'inverse de ce que disait le précédent, en disant tout, je peux vous jurer que c'est la vérité. Je trouvais que c'était une image formidable de ce que c'est que le théâtre de la justice. Et là, vous avez, j'y tiens beaucoup à celui-là aussi, c'est le témoignage de Rondeau, je n'ai pas un QI de pétoncle. Vous avez donc le tribunal, vous avez 2 dessinateurs, vous avez vu là, c'est aussi une façon de rendre hommage à ce métier, qui est un métier quand même un peu menacé, l'huissière, les prévenus, et ça, c'est typique pour moi du dessin d'audience, beaucoup de blanc, et on met en couleur ce qui semble important à raconter. Et avec ça, le lecteur, il peut me suivre. Il peut suivre surtout la formidable journaliste Pascale Robert-Diard, que vous connaissez peut-être. C'est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler, et c'est une des rares journalistes qui voit de dos ce que je vois de face. C'est-à-dire qu'elle fait quelquefois des descriptions de prévenus ou des descriptions de personnes. Je lui dis, mais c'est pas possible, comment tu as fait pour voir ce que je voyais de face? C'est un personnage extrêmement pointu, qui a une sensibilité aux gens exceptionnelle. Ayant vu ce que c'était que Villepin, à l'intérieur de la salle d'audience, sombre, accablé, on pouvait l'être, et puis rayonnant dès qu'il franchissait la porte de la salle correctionnelle, il était dans la lumière des journalistes et dans la lumière des photographes. Il bombait le torse, il redevenait le Villepin public. Je me suis dit, non d'un chien, là, ma vieille, tu vas commencer à aller voir ce qui se passe dans la politique. Et puis, petit à petit, Clearstream m'a beaucoup aidé parce qu'ils connaissaient tous le procès Clearstream. J'ai pu entrer très vite au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale. J'y ai passé 3 ans, je viens tout juste d'en sortir, pour raconter le chemin de la loi. Vous parliez de loi et de droit. Vous avez devant vous une dessinatrice de la loi, si je puis dire, puisque depuis 3 ans, j'essaie de comprendre comment se fait la loi, qui sont les gens qui font la loi, et le parallèle entre le chemin de la loi et le destin des hommes. Et Dieu sait si en politique, le destin des hommes est chahuté. Donc là, vous avez un des premiers dessins que j'ai fait, c'était en 2010, la colonnade du Palais de Bourbon. Bon, là, c'est classé, vous voyez. Vous allez entrer dans l'hémicycle. Alors là, c'était les premiers jours. Le premier dessin, j'ai fait comme journaliste. J'étais tout en haut avec les journalistes. Après, je suis descendue petit à petit. Le président Bartolone et le président précédent m'aimaient bien. Et à la fin, j'étais à côté du président. Et c'est comme ça que j'ai pu suivre de très près le formidable mariage pour tous. Voilà. Ici, je suis assise à côté du président
il est là-haut, moi je suis juste en bas, et j'ai la chance à ce moment-là de voir les intervenants. Parce que quand on est tout en haut, ou même quand on est dans les guignols de gauche, on voit que dalle. Quand on est là, le pied total. Et alors là, j'ai pu écrire, parce que non seulement on dessine, mais il faut écrire, parce que ce que j'ai entendu, c'était en dehors de tout ce que je pouvais imaginer. Donc c'était extraordinairement intéressant. J'y ai passé 2 mois et demi, nuit et jour, comme pour la retraite, la réforme des retraites. Je l'ai suivi au Sénat et à l'Assemblée, nuit et jour. S'ils ne dorment pas, moi non plus. Au moins, c'est la seule façon de partager, c'est de faire comme ceux qu'on dessine. Vous avez la droite et la gauche qui tapent sur la gueule, mais ça, c'est continuel. Et puis, vous avez là un magnifique exemple de débat sur la loi, c'est le mariage pour tous. Ils se sont tapés sur la gueule toute la journée, arrive 0h15, et à 0h15, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'anniversaire de la ministre. À ce moment-là, tout le monde s'aime. On se fait photographier à côté de Christiane Taubira, on lui donne des fleurs, on la serre sur son cœur, ça dure une demi-heure, il remonte dans l'hémicycle et on se retabasse. Et j'ai trouvé que c'était ça, la force de tous les lieux dans lesquels je suis passée, et surtout, et en plus dans la politique, c'est que c'est un lieu, quoi qu'on dise, d'humanité. Bien entendu que c'est effrayant, les questions au gouvernement, puisque c'est plus du théâtre, c'est la quintessence du théâtre, puisqu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit vu par la caméra. Mais n'empêche que tout à coup, au milieu de ce truc absolument aberrant, il y a des moments d'humanité. Je me souviendrai toujours de Patrick Roy. Je ne sais pas si certains ont connu cet homme à la veste rouge, qui est revenu dans l'hémicycle après avoir été très malade. Il est arrivé pratiquement à fin de course, mais il est revenu, 10 jours dans l'hémicycle. Le jour où il est revenu, alors qu'il était de gauche, il a dit au président « Je vous ai toujours battu, mais je vous respecte ». Et le président a dit à cet homme avec la veste rouge « Vous avez toujours été mon adversaire, mais je vous respecte ». Donc il y a toujours dans ces lieux des moments d'humanité qui fait que, contrairement à ce qu'on imagine, les politiques, comme les autres, ne sont pas... Si, ils peuvent être pires. Mais en tout cas, ils sont quelque part des humains. Et le travail que je fais, c'est toujours de déceler l'humanité des gens, quels qu'ils soient, que ce soit des hommes terrifiants, que ce soit des politiques, que ce soit des assassins. En fait, il y a toujours un homme derrière ce qu'on dessine. Et le rôle du dessinateur d'audience, pour moi, c'est de montrer au lecteur l'humanité des lieux et de ceux qui les habitent, et de ceux qui sont prévenus, et de ceux qui seront condamnés. Quand j'ai travaillé dans les prisons, à la suite du carnet du palais, j'ai fait carnet des prisons, 9 mois dans les prisons, depuis Fresnes jusqu'à Clairvaux, et j'ai énormément appris sur le fait qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur l'image qu'il donne, il faut aller au-delà de cette image, et si on prend le temps de le faire, puisque le grand avantage dans ces grands reportages que je fais, c'est que j'ai du temps, on va toujours aller au-delà, vers l'humanité des gens, et c'est ça qui me bouleverse, qui me passionne et qui me donne toujours envie de continuer. Un grand merci à vous pour cette présentation passionnante. On a beaucoup appris, je crois, sur la justice, sur le regard que l'on peut porter sur la justice et sur la loi. Pour terminer, un grand merci à vous. Comme malheureusement vous allez devoir quitter la salle vers 5h moins le quart, je propose de donner la parole tout de suite pour des questions spécifiques à votre intervention, si vous le voulez bien, avant de continuer la table ronde, parce que j'ai peur qu'ensuite vous loupiez la partie débat, et ça serait dommage que vous ne puissiez pas répondre aux questions que je suppose certains d'entre vous voudraient vous poser. On a des micros. En attendant que la première question arrive, j'en profite aussi pour vous inciter, quand vous sortirez de cet amphi, à regarder l'exposition qui a été installée dans le couloir, qui est une exposition consacrée aux dessins de presse liés à la paix. L'expo s'appelle Cartooning for Peace, et cette exposition est dans nos murs grâce à la Fondation Varenne, avec lequel nous avons un partenariat, et je salue M. Page, qui est directeur de la Fondation, qui est présent dans cet amphithéâtre aujourd'hui. Voilà, donc la parole est à la salle, comme on dit parfois, également en politique, pour les questions que vous pouvez avoir à poser à Mme Ehrenschmidt. Chers collègues. Voilà, chers collègues. Voilà.
et néanmoins amis. Bon. Il ne semble pas qu'il y ait de questions. Non. Ah si, il faut toujours qu'il y en ait. Combien de temps? Combien de temps? Il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que la définition du dessin de reportage ou du dessin d'audience ou du dessin, c'est qu'on est en temps réel. Donc si la personne qui vient parler, elle parle 3 minutes, j'ai 3 minutes. Si la personne qui vient parle 1 heure, comme c'était le cas dans le cas j'ai du temps, mais c'est ça le problème, il faut toujours être en train de faire en se disant que d'abord en ne se posant plus de questions, si on se pose des questions on est cuit, il faut faire en temps réel, à l'instinct, il faut se laisser aller. Je crois que je ne me pose plus de questions, je ne sais pas ce qui va se passer, il faut être prêt à accueillir ce qui va arriver et auquel on ne se doutait pas du tout, il faut être en totale liberté par rapport à sa page blanche. Donc il n'y a pas de temps. Ça va venir comme ça viendra. Et c'est ça qui est formidable. Moi, ça me donne un sentiment de liberté totale. J'arrive, je ne sais pas ce qui va se passer. Je dessine, je ne sais pas quand ça va arrêter. Quand ça va s'arrêter, ça peut durer des nuits. D'ailleurs, on parle des débats, ça peut durer des nuits. Hein. Je m'en fiche. Moi, je suis, et puis après, j'avise. J'entends rien du tout. J'entends très mal. C'est l'âge. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à tous les dessins que vous avez pu faire durant tous les procès et toutes les grandes affaires que vous avez pu suivre d'aussi près, j'aurais aimé savoir si, d'après vous, est-ce que vous pensez que la justice a bien été rendue ou est-ce que quelquefois vous avez pensé qu'elle était un peu injuste? Ça, alors là, il faut rester à sa place. Je ne suis pas juriste. Je me garderais bien de prendre la place du journaliste. Et très souvent, en lisant le journaliste de justice du journal Le Monde, j'apprends moi-même. Ça ne fait pas du tout partie des questions que je me pose. J'écoute, je prends des notes comme vous avez pu voir, mais je ne me pose jamais les questions de savoir si c'est bien rendu ou pas rendu. Ça n'est pas mon rôle et je serais incapable d'avoir une opinion valable là-dessus. Je dirais comme le président, justice est faite, comme le président Castagnède, et je dessine la table des délibérations, mais ça ne va pas plus loin. Je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on n'est pas aussi. Merci. Vous avez parlé d'humanité et ça m'a beaucoup touchée. J'ai été présidente d'assises pendant pas tout à fait une dizaine d'années ici à Riom. Et cette humanité que vous avez ressentie en faisant vos dessins, moi j'ai toujours été frappée parce que mes jurés, quand ils arrivaient, ils avaient quasiment le couteau entre les dents, souvent pour des affaires très, très délicates, très dures. Et puis petit à petit, le procès avançant, ils retrouvaient cette humanité dans l'accusé, parce qu'il a aussi une humanité, l'accusé. Et ça, c'est quelque chose de très touchant et j'étais très attentive au fait que vous l'avez ressenti vous aussi. Voilà. Oui, mais parce que je pense que c'est ce que je recherche, hein, vous avez compris, hein, l'humanité des gens que j'écoute. Hein. Quelquefois, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, parce que ça peut être long. Et je sais qu'au procès, par exemple, Touvier, j'ai été extrêmement dérangée par le personnage de Touvier. J'ai jamais été contente de ce que j'ai fait. J'ai toujours trouvé que c'était superficiel. Et puis, quand on a la chance d'entrer dans des procès qui sont très longs, là, j'allais dire, jour après jour, on entre dedans. Et alors, au bout de 2 mois, c'est le pied total, parce qu'on est entièrement imbibé
de ce qu'on entend. À ce moment-là, tout devient facile. Mais quelquefois, je peux vous jurer que ce n'est pas immédiat. Et il faut bien savoir une chose au niveau du dessin, c'est que c'est jamais, même avec le métier que j'ai, c'est jamais acquis. Jamais. Personne ne me fera dire que j'arrive dans un lieu, je vais sortir ma boîte d'aquarelle, ça va être bon. Pas du tout. On ne sait jamais, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se poser de questions, c'est quelque chose qui vous échappe. Donc les dessins, tout ce que vous avez vu là, c'est pratiquement des choses qui m'ont échappé. Et plus ça vous échappe, mieux c'est. Les meilleurs dessins que j'ai faits, quand j'ai dessiné à l'hôpital toute la partie sur les soins palliatifs et sur la mort, le dessin auquel je tiens le plus de ma vie, c'est ce dessin de la fin de vie, qui est un dessin qui m'a échappé entre deux portes à 1h10. J'étais dans le service, on m'avait permis d'y être, j'ai fait ce dessin, c'est de loin le plus fort de tout ce que j'ai jamais fait, il m'a totalement échappé. Et je dis toujours à mes petites filles qui dessinent, arrêtez de réfléchir si vous voulez faire un bon dessin. Ressentez, traduisez et oubliez tout le reste. Et je pense que c'est la grande leçon de ce dessin de reportage. Il faut se laisser aller et ne plus avoir aucun contrôle. Le jour où on contrôle, on est cuit. Mais l'apprentissage de la perte de contrôle, c'est un travail de tous les jours. Donc ça n'est jamais acquis. Donc quelquefois, je mets du temps. Et il y a énormément. Je vous dis pas, je vous montre les dessins que j'aime bien, je ne vous montre pas tous ceux que j'ai détestés. Hein. Sur 30 dessins, il y en a 3 que j'aime. Hein. C'est les 3 que je montre. Et les autres, je les planque. J'avais une question en fait, qui se subdivise en 2 questions. Nous allons aborder tout à l'heure la question de la liberté d'expression. Et je souhaitais vous demander si au cours de votre carrière de dessinatrice de procès, est-ce que vous êtes senti toujours complètement libre dans les dessins que vous faisiez? Est-ce que vous avez pu sentir une pression quelconque de l'extérieur? C'était la première partie de ma question. La seconde partie, est-ce que vous vous êtes senti vous-même contrainte? Est-ce que vous êtes auto-censuré dans certaines hypothèses, dans certaines situations où la tension était peut-être à son comble ou l'émotion à son comble? D'abord, je pense qu'un journal qui m'envoie faire un reportage ne m'interdira jamais quoi que ce soit, sinon je n'irai pas. Je pense que si on envoie un journaliste, un reporter comme moi, et on lui dit, c'est qu'on attend d'elle qu'elle vous donne ce qu'elle est. Donc je pars toujours dans ce domaine en confiance. Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de dessiner ce que j'ai envie de dessiner. C'est moi qui pourrais me dire, j'y arrive pas, je suis toujours en dessous de ce que je vois. Ça, c'est général. Je suis en dessous de ce que je vois. Mais personne d'autre ne pourrait m'interdire quoi que ce soit. Ça, c'est trop tard. C'est exclu. Et puis, de toute façon, j'en serais incapable, puisque par définition, ne réfléchissant pas, je me laisse aller. Donc, je me laisse aller comme je suis, et je ne peux plus contrôler. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire, ça m'intéresserait d'ailleurs que vous y réfléchissiez, l'avenir du dessin d'audience. Le dessin d'audience demande de la place. Au monde, c'est 4 colonnes ou 5 colonnes. Sinon, ça ne sert à rien de faire un dessin comme un timbre de poste. Quels sont les journaux sur papier actuellement qui ont le courage, l'envie et l'argent pour envoyer un dessinateur, même si on n'est pas bien payé, et qui accompagne la chroniqueuse? Dans le cas de Pascal Robert Diard, c'était vraiment un duo formidable. Quels sont les journaux qui le feront encore demain? Quel est l'avenir du dessin d'audience? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais ça serait intéressant que vous puissiez la poser à d'autres. Il faut vraiment qu'il y ait un consensus et qu'un journal se dise « Allez, on va le faire parce qu'on pense que c'est nécessaire ». Combien de temps ce sera nécessaire? J'en sais rien. Je vous le soumets comme je le sens. Merci beaucoup. Ah, pardon, excusez-moi. À se comporter comme des acteurs.
Regardez l'Assemblée, ça fait penser à un théâtre grec ou romain. Sauf que chez les Grecs, les acteurs pouvaient mettre un masque. Là, ils ne peuvent pas mettre de masque. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de revêtir une espèce de masque invisible. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont en quelque sorte obligés psychologiquement de se métamorphoser? Oui, mais là, vous parlez de l'hémicycle. Hein, je suis tout à fait d'accord pour l'hémicycle. L'hémicycle, c'est un théâtre, mais alors à l'état pur. C'est pas compliqué. Alors là, chacun a son rôle, chacun le joue. Donc l'hémicycle, c'est toute une petite partie de la loi. Là, je vous ai montré l'hémicycle, mais le travail essentiel, c'est les commissions. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est pour ça que quand on dit l'hémicycle est vide, forcément qu'il est vide, puisque la moitié des députés travaillent en commission. Il faut voir, honnêtement, je les défends, il faut voir les horaires de travail. J'y étais, je peux vous le dire. Autrement dit, là, vous avez du théâtre. Chacun a sa posture, parce que justement, il y a la télévision. De la perversité de la télévision, appelez ça comme vous voulez. C'est quelque chose que j'ai compris. Quand un député pose une question au gouvernement, immédiatement, vous avez 6 qui se collent à lui pour que ceux qui les ont élus voient à quel point ils travaillent pour eux. C'est un jeu auquel je n'ai pas tout compris, mais je sens que c'est un jeu extraordinairement mouvant là-dedans. Et vous avez tout à fait raison, ils utilisent ce jeu avec ce décor extraordinairement théâtral pour faire la pièce du jour. On est d'accord, mais c'est une toute petite partie du travail sur la loi. Tout ce qui se fait en amont et tout ce qui se fait après, il n'y a plus de décor, il n'y a presque plus d'engueulade, et il y a un vrai, j'ai vu ça en commission, il y a un vrai travail de fond. Rien à voir. Ils ne s'engueulent plus jamais comme vous les verrez s'engueuler à l'hémicycle. L'hémicycle, c'est la vitrine totale théâtrale. C'est pour ça que c'est tellement drôle, parce qu'une fois que vous comprenez un peu les codes, vous vous dites, mais je rêve, je me pince tellement c'est énorme. Ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est fait pour. Et la dorure dont vous parlez joue. C'est-à-dire qu'on est dans un décor de théâtre où véritablement chacun se lâche. Mais le décor joue énormément. En commission, il n'y a plus de décor, le travail de fond se fait et ça n'a plus rien à voir. Simplement, on ne connaît que ça de l'Assemblée. C'est pareil au Sénat. On occulte toujours, encore c'est pas vrai sur la chaîne LCP, vous les voyez travailler en commission, hein. Mais c'est quand même ça que les gens retiennent. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas que ça. Mais après tout, c'est ce que je vous ai montré, donc je suis dans le jeu aussi. J'aurais pu vous montrer d'autres images. Mais à ce moment-là, il a fallu 3 heures. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté comme vous l'avez fait. C'est gentil, merci. Vous pouvez rester là.